Chers amis, chers abonnés, vidéo spectateurs, bonjour et bienvenue dans mon univers. Le but de cette vidéo n'est pas d'offenser la sensibilité de qui que ce soit. Toute ressemblance à une figure historique n'est que pure coïncidence. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager au grand maxi. Au sommaire de cette présentation, nous parlerons aujourd'hui de quelques mystères liés au soleil Ra. Nous parlerons d'abord de l'organisation du temps chez les Kemptiou. Ensuite, nous développerons le thème de la carte du ciel astrosophique pour déboucher sur les positions quadripolaires du soleil, comme l'aime le nommer l'éminent historien, égyptologue, le professeur Jean-Charles Kofi Gomez. Et avant de conclure, nous tenterons de donner les différentes possibilités de date de naissance du soleil Horus. Et sans plus tarder, nous entamons la présentation. Alors, si la sédentarisation a été réussie par les anciens habitants de Kemet autour du fleuve Nil, c'est avant tout grâce à leur maîtrise du temps et de ses cycles qui rythment la vie. Ce qui veut dire que le calendrier a été l'un des outils essentiels que l'homme a mis en place pour assurer sa survie. Les Égyptiens anciens en possédaient plusieurs. Le calendrier solaire, par exemple, de 365 jours, lié au soleil, le calendrier civil pour dater les événements durant le règne du pharaon, le calendrier agraire lié à l'apparition de Sirius et qui était divisé en 3 périodes de 4 mois, Achet, Peret et Shemu, puis le calendrier liturgique lunaire de 360 jours lié à la lune. Et il y en a certainement d'autres calendriers, mais nous nous limiterons seulement à cela. Donc nous remarquons que les cycles du soleil, des étoiles et de la lune sont à l'origine du temps mesurable. Alors, le cycle annuel solaire de 365 jours de lumière de Ra a permis d'élaborer la légende de la naissance des enfants de Nout dans les jours appelés les jours épagomènes qui sont au nombre de 5. Et ce qui nous permet de déduire un nombre très important qui est le nombre 72 étant le résultat de la division de 360 par 5. Ce nombre va nous permettre par exemple de définir ou bien de calculer le temps d'un cycle de précession des équinoxes. Alors comme la Terre tourne, l'axe de la Terre tourne sur un cercle de 360 degrés, alors il faut savoir que pour faire court, ce cycle-là, tous les 70 ans, l'axe se déplace d'1 degré. Et donc, en 360 degrés, nous avons un cycle de 25 940 années. Le temps était appelé par les Kemptiou par le terme At, qui signifie instant ou moment. Les Wolofs disent At pour nommer l'année, tandis que les Sérères vont dire Hid. Mais le terme Hid aussi a une autre signification, c'est-à-dire quelque chose de vieux. Et nous avons ici une illustration à la 11e heure de l'Amdouat. Pour pouvoir identifier ce hiéroglyphe, nous voyons que At est ici, et donc ce qui reste, c'est le déterminatif du mot. Et nous avons ici la Nechert de l'éternité qui chevauche le serpent Jet. Et on peut bien faire la corrélation entre la forme du serpent et ce signe hiéroglyphique. Alors, maintenant, nous allons parler du cycle lunaire. Les 360 jours de lumière de la Lune correspondent aux 360 degrés du cercle. Le mois en égyptien ancien est appelé Abd
et compte 30 jours, ce qui nous permet de déduire que l'année constituée de cycles lunaires est égale à 12 mois. La confirmation astronomique aussi est très simple. D'abord, il faut savoir que la lunaison est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes. Sa durée moyenne est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Mais en ayant en tête que la Lune tourne autour de la Terre, donc environ de 27 jours, 7 heures, 43 minutes, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons 28 jours, 30 jours. Alors, une illustration pour comprendre vraiment le cycle solaire, le cycle lunaire, j'allais dire, qui est composé de deux phases. Une phase croissante avec deux points saillants. Le premier qui est la nouvelle lune et l'autre point saillant de la phase croissante, c'est le jour de la pleine lune. Ce qui a une signification très importante dans la vie spirituelle des Égyptiens anciens. Nous y reviendrons plus tard. Ensuite, nous avons la phase décroissante qui, elle, compte aussi 14 jours. Aussi très importante puisque nous allons voir qu'il y a eu des allégories qui ont été construites autour de cette phase. Alors, le chiffre 30 est représenté par ce hiéroglyphe, ce qui permet tout de suite de déduire que nous avons 3 fois 10, puisque 10 est le hiéroglyphe Li Mej. Mais en même temps, ça veut dire que les Égyptiens avaient organisé leur mois en 3 semaines de 10 jours, que l'on appelle les 3 décans. On peut faire la même confirmation par le moyen de la linguistique. Et là, je vais emprunter les langues du Sénégal. Donc, les Sérères vont dire Harben Tadik, ou Tadik est 3. Et dans Harben, il y a Harbahay qui veut dire 10. Donc, 3 fois 10 égale 30. Les Peuls vont dire Chapan Tati. Tati, c'est 3. Et dans Chapant, vous avez Sapo, qui veut dire 10. Et donc, 3 fois 10, 30. Les Wolofs vont dire Faniwer, c'est-à-dire les jours du mois. Mais il faut savoir que pour dire 20 à Wolof, on va dire Nyar Fuk, c'est-à-dire 2 fois 10. Et pour dire 40, on va dire Nyent Fuk, c'est-à-dire 4 fois 10. Donc au lieu de dire Nyet Fuk, 3 fois 10, il substitue Nyet Fuk par Faniwer. Donc, ce qui veut dire bien que les jours du mois est égal à 30. Il faut tout simplement savoir que ces 3 langues-là sont des langues sœurs. Encore une autre chose à prendre en considération ou à en avoir en esprit, c'est que chez nous, le mois meurt et ressuscite. Donc chaque fin du mois, c'est le mois qui meurt. Maintenant, nous allons parler du cycle journalier que les Égyptiens aussi avaient découpé en 24 heures. Et en 2 parties égales, une partie de 12 heures, appelée Hrou, donc c'est le jour, partie lumineuse, et une partie nocturne, Gerach, la partie obscure du jour. Le terme pour heure est Unut. Ça va nous permettre de bien comprendre comment les Égyptiens en sont arrivés à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, ce terme est composé de 2 sous-termes. Donc, il y a le premier terme Wun, qui veut dire ouvrir ou découper.
ce terme-là est très important. On va y revenir quand on va parler d'Osiris dans d'autres vidéos à venir. Et il y a le terme Nut. Nut, il faut savoir que c'est le nom de la Netchert qui personnifie le ciel. Donc, ensemble, nous avons ce qui découpe le ciel. Et il faut savoir que Nut est très souvent représenté comme une dame arquée, recouverte d'étoiles, et le soleil voyage le long de son corps. Et donc, la position du soleil par rapport à son corps, c'est ce découpage-là qui nous donne les heures. Donc, quand on demande l'heure au KMTU, en fait, on dit quelle est la position d'Horus ou du soleil dans le ciel. Et c'est ça, l'heure. Maintenant, nous passons au second point qui est la carte du ciel astrosophique avec les maisons du cercle zodiacal. Par astrosophie, par parallélisme ou par comparaison avec la philosophie, donc c'est la sagesse inscrite dans les astres. Ceci est très important puisque je ne voudrais pas qu'on l'on mélange l'astrologie avec l'astrosophie, puisque aujourd'hui l'astrologie a une connotation de quelque chose qui essaie de prédire le destin des gens, alors que nous, on est plutôt dans une science qui n'est pas dans de la divination, mais qui parle des faits. Donc, cette sagesse-là des astres, j'ai préféré ce terme puisque si on a des gens qui falsifient et qu'on veuille garder une information qui ne puisse être falsifiée par qui que ce soit puisqu'ils n'ont pas accès aux étoiles, je vais créer une mythologie, une histoire liée aux étoiles, et je sais que tant que la transmission se fait et en relation avec les étoiles, personne ne peut aller dans le ciel et effacer la position des étoiles. Donc, ce qui fait que l'histoire peut perdurer, voire même pour une éternité. Alors, comme les Égyptiens, les astrosophes ont divisé aussi leur cercle du ciel en 30 degrés chaque. J'allais dire que les astrosophes ont divisé le ciel en 12 parties égales à 30 degrés. Donc, nous avons le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, comment dirais-je, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. Donc 12 signes zodiacales de 30 degrés. En même temps, ils ont recopié exactement aussi, comme chez les Égyptiens, chaque maison est divisée en 3 décans de 10 degrés. Donc, quand vous êtes né sous une étoile, c'est-à-dire sous une maison, vous êtes né dans un des décans. Un petit rappel, en langue hébraïque, le cercle ou la région ou la circonscription d'un lieu se dit Galilée, et le zodiaque est appelé Mazaroth. Maintenant, nous allons aborder le troisième point qui est la position quadripolaire du Soleil dans le ciel. Alors, du point de vue annuel, nous avons les 4 points qui sont représentés par les 2 solstices. Donc, le solstice d'été le 21 juin et le solstice d'hiver qui le 21 décembre. Et nous avons 2 équinoxes. L'équinoxe d'automne, environ le 23 septembre, et l'équinoxe du printemps, environ le 21 décembre. Le 21 mars. Du point de vue journalier, nous avons l'aube à 6 heures,
midi à 12 heures, le crépuscule à 18 heures et minuit à 0 heure. Alors, là, je demande un peu plus d'attention puisque ce que je vais expliquer ici va permettre de bien comprendre après ce qui vient dans la suite. Alors, quand on a les 24 heures, on va les diviser en deux parties égales pour avoir la première partie le jour et la seconde partie la nuit. Cependant, cette première partie-là, on va la considérer comme si c'était encore un cercle. Et donc, on se retrouve cette première partie qui est en fait un cercle qu'on a déplié pour avoir ici donc la première heure, la 6e et la 12e heure. Donc, on divise ce cercle en deux parties. Et donc, ce qui va se passer quand on regarde notre montre, c'est que la partie haute qui représente le jour, nous avons cette particularité. Et là, il faut vraiment faire attention. Et au lieu de commencer l'aube à 6 heures, symboliquement, sur le cadran de notre montre, ça va représenter l'heure de 9 heures. Mais en fait, on est en train de parler symboliquement de l'aube. Puis nous avons le zénith à 12 heures et nous avons le coucher à 15 heures. Mais tout ceci est symbolique. Retenez bien cela. La nuit, on va faire pareil. Et donc, on a la première heure, la seconde heure, la troisième, jusqu'à la 12e heure. Donc, qui commence au crépuscule jusqu'à l'aube levée du soleil. Dans cette configuration, il faut comprendre aussi que les anciens Égyptiens étaient très avancés en astrosophie. Alors, nous avons appris tous à l'école l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, et les anciens Égyptiens les avaient associés à des positions caractéristiques du soleil en leur donnant des noms. Le matin, il est Képri, au zénith, il est Ra, au coucher, il est Atum, et à minuit, il est Osiris. Il faut comprendre que ce ne sont pas quatre divinités différentes, mais la même divinité qui prend des aspects différents selon le temps qu'il fait. Donc, je donne l'exemple, on est fœtus, on est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est adulte, on est vieillard, mais c'est la même personne. Seulement, on prend des formes différentes selon notre âge. C'est tout simplement cela. Donc, ici, on n'est pas en train de parler de panthéisme, mais c'est la même divinité, c'est le même Netcher qui prend des noms différents selon les positions, selon l'âge. Le ciel était divisé en deux parties, le ciel du nord et le ciel du sud. Alors, en même temps, nous avons aussi une autre division qui rappelle bien les positions quadripolaires, c'est avec ce qu'on appelle les Messi, les Messou Hur, c'est-à-dire les enfants d'Horus. Hein? Donc les enfants d'Horus, nous en avons 4 qui sont liés à 4 Netcherut et qui contiennent les parties molles du défunt. Donc Douamoutef qui est lié à Neit est à l'est. Nous avons Serret qui est lié à Kebenchenouef à l'ouest. Nous avons au nord Hapi qui est lié à Nephthys et au sud Amseti qui est lié à Auset ou Isis si vous voulez. Ce qui est important de savoir et de remarquer, c'est que nous avons ici la représentation d'Anubis qui fait face à la représentation d'Horus. Autant ici c'est le début de la mort, c'est lié à la mort, autant ici c'est lié à la vie. Il faut voir aussi
que dans ces 4 positions, il n'y a que la position d'Osiris qui est une représentation humaine. Tout le reste est une représentation animale symbolique. Deuxième chose, il faut voir que si on a cette opposition-là entre Anubis et Horus, nous avons cette opposition-là entre le babouin et l'humain. Ce qui veut dire qu'il y a un secret lié à ces 4 positions-là, puisque, par exemple, nous avons Douamutef et Hapi qui représentent les bras du défunt, alors que Amseti et Kebensenouef qui représentent les jambes du défunt. Donc pour monter, c'est ça qu'il utilise. On peut passer des heures à parler des enfants d'Horus, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. Nous y reviendrons plus tard. J'aimerais tout simplement ajouter que le babouin est appelé Hejur, et on peut bien le comprendre puisque nous avons ici les Gémeaux qui sont sous la maîtrise de Mercure, et de l'autre côté nous avons le Cancer qui est sous la maîtrise de la Lune. Donc la Lune et le Mercure ont cette chose en commun que c'est des divinités lunaires. Donc il faut certainement dans ce cas voir que ce babouin là est le babouin sacré appelé Hejur. Donc Hejur, on peut traduire par Hej qui est blanc, mais il faut surtout comprendre par brillant, lumineux, et ça représente l'argent aussi, c'est le nom de l'argent, quelque chose de clair. Et donc Wer est grand, donc on va dire la grande brillance, ce qui est normal puisque au nord nous avons Ra, et au sud nous avons Kem-Ur, Kem qui veut dire noir et Wer qui veut dire grand. Et nous avons au sud les ténèbres où règne Osiris. Donc nous avons cette opposition entre Kem-Ur et Hejur. Bref, nous passons à autre chose. On y reviendra une prochaine fois. Maintenant, nous allons passer à la première manifestation du soleil. Le matin, quand le soleil se lève. Quand le soleil se lève, il fait une apparition à l'est. Donc, nous avons des termes égyptiens qui vont nous permettre de mieux comprendre ce phénomène à l'est. Donc, nous avons le terme Wuben, le terme Wupi et le terme Wun. Wuben veut dire se lever, briller, apparaître, être excessif en justice, alors que Wupi veut dire ouvrir, découper, séparer, statuer. Donc, on voit bien qu'il y a ce lever-là et le fait de briller, mais aussi il y a une connotation de justice, hein, séparer, statuer. Quelque chose de très intéressant, le Wolof va dire Ubbi pour dire ouvrir. Donc Ubbi, c'est quelque chose entre Uben et Ubbi. Donc le Wolof est très proche de... le mot Wolof est très proche de ces deux mots. Les Sérères vont dire Upit pour dire déterrer. Upher veut dire ouvrir le visage, donc permettre d'être vu. Et Unher veut dire ouvrir le regard, une vision claire ou apparition publique. C'est exactement ce que fait le soleil le matin. Il fait une apparition publique. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, dans nos cultures, quand on se lève le matin, on va d'abord laver le visage. Et quand on lave le visage,
on va ouvrir le visage, on va ouvrir le regard pour avoir une vision claire. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, les Wolofs, ils disent « but set », c'est-à-dire l'œil est propre. Les Sérères vont dire exactement la même chose qu'Idangol. Les yeux sont propres. Alors, pour avoir toutes ces notions-là dans un seul terme, les Égyptiens anciens ont inventé le terme Wudja, qui veut dire en même temps ouvrir, découper, trancher, mais surtout juger. Donc, le soleil, quand il fait une apparition publique le matin, il est en train de subir le jugement. D'ailleurs, le terme Wudja est le terme qui est l'épithète de Set ou Seter. Donc, et il signifie celui qui est jugé. Il faut savoir que dans la mythologie égyptienne, Set ou Seter est le frère jumeau à Osiris. Le jumeau en langue grecque se dit Didymus. Donc, en conclusion, le jugement a eu lieu à 9 h. Nous le voyons bien, quand le soleil se lève, on est à l'heure de 9 h, symboliquement. Et ensuite, le soleil se lève et va monter jusqu'au zénith, qui est l'heure de 12 h. Pour pouvoir traduire cette réalité apparente, les anciens Égyptiens utilisaient le terme Tchesi ou le terme Stchesi. Tchesi veut dire s'élever, monter, relever ou être en colère. Stchesi, relever le cadavre pour une nouvelle vie. Alors, que contient ces deux noms? Nous voyons une main qui a un instrument pour frapper, et nous avons une potence, nous avons une corde pour attacher, pour entraver, et nous avons un nœud. Pareil de ce côté-là, avec juste l'addition de l'étoffe pliée. Alors, je pense que c'est très simple comme calembour. Il faut savoir aussi que le nœud est l'hiéroglyphe que l'on utilise pour désigner l'homme. Donc, nous avons un homme à entraver sur une potence et à frapper. Je pense qu'il n'y a pas besoin de photo pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous continuons cette explication-là en utilisant aussi d'autres termes, comme Yar. Ar, et ça veut dire aussi monter, s'élever, c'est le nom du bouc et du caillou. Mais on va y aller doucement pour pouvoir comprendre tout ceci. Alors, quand on prend le terme Yar, nous avons son déterminatif qui est un escalier double, une sorte de montagne, on va dire, ou d'une colline. Et ce qui est bien, c'est il y a un autre terme Wupt qui veut dire front, le cime, le sommet, le zénith et le jugement, puisque au sommet de la montagne, il y a aussi un jugement. Donc le zénith est Wupt. C'est aussi le cime, le sommet, hein, le sommet. Ar a aussi un déterminatif qui est un chemin arboré des deux côtés. Et la troisième signification pour Ar a un déterminatif qui est une pierre, donc qui permet de dire qu'il s'agit du caillou. Alors, il faut savoir que le bouc se dit Ar, mais voyez-vous bien que quand on le lit à l'envers, nous avons Ra. Donc cette pierre, nous allons l'appeler en égyptien Inr. I-N-R.
Et pour tout mettre en exergue, les Égyptiens anciens ont utilisé aussi le terme de Hunt. Que veut dire de Hunt? De Hunt veut dire sommet de la montagne, hein, bien sûr, sommet de la montagne. C'est le cime et c'est le front. Donc, pour avoir ce terme, on a de Hunt. Et donc, ça, c'est notre déterminatif. Il est composé de la pierre et d'une tête. Donc, le sommet de la montagne, c'est la place de la tête. Donc, quand on fait la montée, c'est pour aller au zénith, c'est-à-dire à la place du crâne, qui est à 12 heures. Maintenant, nous arrivons à la troisième partie, la disparition du soleil à l'horizon ouest. Et nous voyons ici combien le soleil est en train d'être de rentrer dans les entrailles de la terre. Nous avons ici le signe de la balance qui est un trait avec la lettre oméga, mais en fait vous pouvez faire la corrélation pour voir que en fait il s'agit d'une fissure de la terre et du soleil qui est en train de rentrer dans la terre. C'est exactement ce qu'on a ici. Et ça se passe quand? Ça se passe à l'heure de 3 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on entre dans la terre, on est en train de faire de l'enterrement. Les Égyptiens utilisent le terme Khrus ou Krus. Et donc, l'enterrement est Krust. Donc, nous avons aussi une manière de décrire cette situation. Oudia re achet, ça veut dire aller à l'horizon. Et ça veut dire mourir. C'est l'idiome pour dire mourir, aller à l'horizon. Smaita, c'est l'union avec la terre, c'est ce que fait le soleil. Et donc, ça veut dire enterrer, mourir. Donc, c'est à cette heure-là que le soleil va être avalé par la Netchert Nut, la Netchert du ciel. Et dans ce cas-là, elle va donner naissance au soleil nouveau le matin. Donc, elle joue le rôle de la mer. Et la mer se dit Mout. Mais le même terme Mout signifie aussi la mort. Ce qu'on peut comparer avec le terme Fatou, qui est un terme Wolof venant du verbe Fat, donc tuer, et qui est le nom de la femme, et en même temps, le substantif venant du verbe Fat est Fatou. Donc, nous avons cette comparaison, ce parallélisme qui décrit bien ce qui se passe avec le soleil. Donc, l'heure de 15 heures correspond à la mort et à l'enterrement de l'astre. L'astre va rentrer dans les entrailles de la terre et laisse le monde dans l'obscurité. Maintenant, nous allons parler de l'heure de minuit. Nous sommes en pleine nuit. Pour décrire cette heure-là, Peshesh Ngrh veut dire minuit, ou Peshesh est divisé, partagé, divisé. Grh, c'est la nuit, mais aussi c'est pour dire cesser, achever ou terminer. Donc, diviser la nuit, mi-nuit, c'est pareil, hein? En Wolof on dit aussi Khadja Goudi et en Serer Nder Ouyeng. Donc, c'est exactement la même construction, minuit. Mais il y a quelque chose qui cesse d'exister et il y a un cycle qui termine pour qu'un cycle nouveau commence. Ra, donc comme je disais, est la métathèse de Ar. Donc si on avait ici la montée, c'était Ra. On a ici à son opposé Ar, qui est le bouc. Et quand on regarde au niveau de
du cercle zodiacal, nous avons le Capricorne qui est ici, qui est représenté par un bouc. Et ça a une importance capitale. Mais nous y reviendrons une prochaine fois quand on va aborder le thème de la Lune. Alors, les Égyptiens anciens l'ont représenté aussi par l'intermédiaire de Nefertari dans sa tombe dans la tombe de Nefertari. Ici, nous avons trois personnages principaux, j'allais dire même quatre, puisque nous avons Ra, ici, nous avons Osiris, nous avons Isis, avec son nom ici, et nous avons Nephthys, qui est la dame du château, qui est de ce côté-là. Mais il faut savoir qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Nous avons Ra au-dessus de la tête d'Osiris. Et nous avons Isis qui fait face à Osiris et qui touche deux parties caractéristiques qui a comme connotation la fécondation, la fertilité. Par contre, de l'autre côté, même si Nephthys touche à peu près les mêmes parties, mais Osiris lui donne le dos. Donc ça, ici, nous avons la relation d'infertilité. Ensuite, nous avons ici une écriture, Wasir, Htep, M, Ra. Ce qui veut dire que c'est Osiris qui se repose en Ra. Et de l'autre côté, nous avons Ra, Pou, Htep, M, Wasir. Donc c'est Ré, celui qui repose en Osiris. Donc nous voyons bien qu'il y a un mélange entre Osiris et Ra. Une conjonction qui va finir quelque chose pour qu'une chose nouvelle ait lieu. Et ça a lieu au 14e jour. Et c'est très important que ça se passe au niveau de la tête. Et nous voyons ici dans l'Amdouat, à la, je pense, 4e ou 5e heure, pour nous montrer que l'heure de la jonction entre Ra et Osiris est imminente. Et ça a été représenté par 14 têtes qui portent le signe de Ra, c'est-à-dire qui portent les lumières. Et nous avons ici l'envoyé du ciel, le disque ailé repris, et nous avons ici la Ma'at, qui est la gardienne de la porte de l'éternité. Alors, qu'est-ce qui va se passer après le 14e jour? Nous allons passer au 15e jour et ça correspond à la lune qui commence à décroître. Et c'est pour cette raison, cette place-là aussi, non seulement elle est appelée la place du crâne, mais aussi c'est la place d'exécution. Donc, il y a quelque chose qui termine et qui donne naissance à une chose neuve. Et enfin, nous abordons le 4e point de cette présentation avec les dates possibles de naissance d'Horus selon le cycle. Alors, comme on vient de le voir au 14e jour, nous sommes ici. Donc, si ici est l'enterrement de Iufra, c'est-à-dire la chair de Ra, donc nous avons la première heure. Nous nous retrouvons ici entre les poissons et le bélier, la 6e heure. Donc, cela correspond au passage de la zone des ténèbres vers la lumière. Donc, ici, c'est l'équinoxe du printemps, le 21 mars. Et après l'équinoxe du printemps, donc au 14e jour de la lune, nous avons la pleine lune. Et ça a une signification particulière. C'est pour cette raison on organise ici une fête liée à la fécondité, liée à l'œuf. J'y reviendrai une prochaine fois pour vous dire de quoi il s'agit réellement.
mais en prenant en compte que le zodiaque des anciens Égyptiens ne colle pas exactement avec le zodiaque actuel puisqu'il y a un peu de décalage, on se rend compte qu'on est à cheval dans le signe du bélier. Donc on parle de l'agneau qu'on l'on va sacrifier pour donner la naissance d'Osiris. Donc la naissance d'Osiris est après le 21 mars et après le 14e jour de la nouvelle lune. Il faut savoir que le bélier est un signe de feu. Donc, on a ici de l'eau, le poisson est un signe d'eau. Donc, en faisant ce passage, nous avons ce qu'on appelle Nessert, qui est le nom que les Égyptiens anciens utilisent pour parler de flamme ou de feu. Iou veut dire venir, revenir, ou le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, Iou Nessert, c'est l'île de l'embrasement, l'île de la flamme. Donc, une île, c'est un territoire qui est entouré d'eau. Donc, c'est le lieu mythique associé à la naissance de Ré. Donc, nous parlons de cette partie-là. Donc, on peut en conclure que Ra-Heru est de Nessert. Il est de la flamme, du feu. La deuxième, je m'excuse, la deuxième possibilité, c'est que si nous avons ici la balance qui représente l'enterrement du soleil, les 12 heures de régénération de l'astre vont nous amener au 12e signe du zodiaque, qui est le signe de la Vierge. Alors, la Vierge, le signe de la Vierge est appelé la maison du pain, qui est appelée Bethléem en hébreu. Donc, ce signe est entre le 21 août et le 23 septembre. Donc, c'est dans ces environs-là que serait né Heru. Et pour pouvoir faire son ministère, il va falloir vivre les 30 degrés de la Vierge pour enfin être immolé et enterré. Donc, il faut aussi savoir que Msi est le verbe naître et Yah est le principe féminin, donc le naître de la lune. Donc, Messiah, donc, et c'est celui qui est né de la lune. Donc, nous avons des noms comme Ahmes, qui est Yahmes, ou Yahmesou. Si c'était du soleil, on dirait Ramsès ou Ramesou. Et je vous donne le calembour. Si on est né de Kher, qu'est-ce que cela aurait pu donner? Je vous laisse deviner. Donc, on peut en conclure que Heru est né d'une vierge à la maison du pain. Et il est de Nessert. Troisième possibilité, c'est que si la fécondation a eu lieu ici dans le bélier ou aux environs du bélier, nous avons le premier mois et en comptant 9 mois de gestation, nous nous retrouvons au solstice d'hiver. Mais il y a un phénomène astronomique qui se passe au solstice d'hiver, c'est qu'il y a 3 jours où on a l'impression que le soleil ne bouge pas. Donc 21 décembre, j'y ajoute mes 3 jours, ça me ramène au 24 décembre. Mais il faut avoir en tête que ici, ça représente l'heure de minuit. Donc, nous pouvons dire que Heru est né le 24 décembre après 0 heure. Raison pour laquelle on fête sa naissance le 25 décembre. Alors, ici nous avons le docteur Kwesi qui explique le lieu de naissance d'Horus, qui est le Mamissi, avec la représentation de la Netchert liée à la vache, qui est la Netchert Hathor. Son nom signifie la demeure d'Horus. Et nous voyons ici la statue de Isis
qui prend les caractéristiques de Hathor, puisque il y a la couronne avec le disque, qui a une signification particulière. Je vous en parlerai une prochaine fois, hein, qui est en train d'allaiter l'enfant Horus. Donc ici, nous avons Isis allaitante. Donc, c'est pour cette raison, à chaque fois que l'on voit la naissance d'Horus représentée quelque part, il est représenté comme étant un enfant momifié sous le regard d'une vache. Donc Heru est né dans la même ici. En conclusion, tout ce que je viens de dire, il faut savoir qu'on n'a jamais vu la terre se fendre pour laisser entrer le soleil dans ses entrailles, ni voir le soleil attaché sur une potence. Donc le soleil n'a jamais été crucifié. On n'a jamais vu aussi le soleil se lever ou se coucher. C'est une simple manière symbolique de parler d'une réalité scientifique cachée que ceux qui ont copié les Kemptu ont raté le cadre interprétatif. Mais si vous voulez savoir le secret caché derrière ces allégories, alors suivez entre autres mes vidéos et guettez la sortie de mes livres. Je vous remercie d'avance pour vos donations et soutiens qui permettront les publications prochaines de ces ouvrages. N'oubliez pas de s'abonner et de cocher la cloche pour que vous puissiez être informé à temps. Appréciez la vidéo et partagez au grand maxi. Ceci me donnera plus de courage pour faire les vidéos de la série. Je vous remercie.